Bonjour, je m'appelle Emmanuel Coste, je suis architecte et je dirige l'agence Coste Architecture qui intervient en France et à l'international depuis une trentaine d'années. Et je m'intéresse à l'architecture écologique, au lien entre l'architecture et l'eau et surtout à ce que j'appelle l'architecture intégrative, c'est-à-dire qui intègre tous les éléments du vivant dans un projet architectural et pas seulement une des facettes du projet. J'ai découvert il y a quelques mois la notion de pattern du vivant, développée par, Pamela Magot et j'ai trouvé, cette approche très intéressante et qui rejoint, de nombreuses pensées, holistiques et collaboratives et je me suis dit que ça serait intéressant de l'appliquer à ma démarche d'architecte. Alors j'ai balayé les 10 patterns, que je voudrais, vous illustrer aujourd'hui. Alors j'ai gardé un papier parce que c'est tellement riche que je ne peux pas tout mémoriser. Donc le premier pattern parle de l'équilibre dynamique et pour moi ça parle directement d'une architecture vivante. Une architecture vivante, elle n'est pas figée. Elle peut s'adapter, elle peut s'autoréguler à son environnement et s'ajuster en permanence à tous les facteurs extérieurs ou intérieurs. On peut imaginer dans ce cas de concevoir, des structures dynamiques, plutôt que de faire un bâtiment, statique qui va répondre uniquement à un besoin à un instant T. On peut imaginer des bâtiments, qui puissent bouger de forme, qui puissent avoir, des systèmes d'inertie. Ça, l'inertie, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce qu'on l'utilise assez peu. Donc il y a l'inertie sur la journée, mais on pourrait imaginer une inertie sur des mois, de l'année. Voilà, ça serait cette première approche. Le deuxième pattern parle de polarité. La polarité, c'est intégrer, toutes les dualités qui sont présentes, sur terre. Donc notamment, en architecture, l'ombre et la lumière qui sont complémentaires et nécessaires, l'intérieur et l'extérieur. Moi, je parle souvent de continuité entre l'intérieur et l'extérieur, mais il y a une dualité. Quand on est à l'intérieur, on ne ressent pas la même chose que quand on est à l'extérieur. Un espace ouvert, un espace fermé, quelque chose qui est solide ou qui est vide. Tout ça dans une danse équilibrée entre ces différentes polarités qui sont importantes et nécessaires dans le projet architectural. Et donc on peut par ça créer des contrastes. On va pas faire la même chose, dedans que dehors, donc il peut y avoir un contraste d'ambiance, un contraste de luminosité, qui crée des ambiances et qui va créer des émotions puisque l'architecture est là pour créer les émotions. Donc on peut, à partir du moment où on va de l'extérieur vers l'intérieur, créer un espace de sas, un seuil qui va marquer, ce passage. Voilà, donc ça me fait penser d'ailleurs à des architectures sacrées, où il y a des rituels de passage entre les différents espaces, entre les différentes polarités. Le troisième pattern parle des cycles. Heu, ça va bien en continuité avec le précédent puisque, dans la vie et en architecture, on a des cycles naturels, notamment, les saisons, la lumière du jour, donc on n'a pas la même sensation dans un bâtiment, le matin, le soir. Donc c'est intégrer tout ça, c'est intégrer aussi les cycles de l'eau, les cycles du carbone dans l'utilisation des matériaux. Donc comment intégrer tout ça, dans l'architecture? Voilà, intégrer tous ces cycles qui sont finalement, naturels et qui peuvent s'adapter parfaitement aux temporalités humaines, notamment, le repos, l'activité, le ressourcement. Donc jouer sur la régulation de l'eau, sur, des volets, des stores qui peuvent, se déplacer et jouer sur les cycles. Le quatrième pattern, parle de fractalité. Heu La fractalité, fait penser tout à fait aux formes fractales et au niveau architectural, c'est comment on pourrait, reproduire des motifs d'organisation à différentes échelles. Et aujourd'hui, on a des outils fabuleux, qui sont notamment, les outils informatiques paramétriques qui permettent de paramétrer des éléments constitutifs et de les faire se répéter, avec des règles mathématiques. Donc on peut avoir des modules architecturaux, des dômes, des alvéoles, des spirales. Bien sûr, tout ça idéalement, construit, au nombre d'or ou au nombre E, pour avoir des répétitions. Pouvoir, répéter sur des grilles, fractales,
idéalement proches de la nature, donc soit les suites de Fibonacci, soit ce qu'on voit dans la nature et les arbres, sur encore une fois les vortex, les racines, donc tout ce qui est bio-inspiré, donc les ramifications, la capillarité, tout le système racinaire. Donc on pourrait imaginer un plan de façade de type réseau mycorhizien. On pourrait imaginer un bassin avec des ramifications biomimétiques, s'inspirer du nid d'abeilles, etc. Donc la fractalité peut être très intéressante pour développer des projets d'architecture. Le 5e pattern, c'est la transformation. Un bâtiment, pour moi, il doit être évolutif et modulable et capable de transformation continue. Les choses ne sont pas figées, à la fois dans la vie de l'individu, dans le climat, dans la famille. Il y a des choses qui évoluent, et donc le bâtiment doit être évolutif. À un moment, on s'installe en couple, on a des enfants, on rajoute des chambres, après il n'y a plus d'enfants, on retire les chambres, éventuellement on veut avoir des revenus, on fait des chambres en location. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est comment construire des bâtiments qui soient démontables et évolutifs avec des modes constructifs qui le permettent. On peut imaginer un bâtiment où il y a un noyau dur qui est le foyer, on va dire, et autour toute une organisation de modules légers qui peuvent être modulables. Dans la transformation et la réversibilité, il y a aussi toute la réutilisation. Comment on peut construire un bâtiment, penser à sa destruction et comment on peut le récupérer. Le siège de l'agence Cost, par exemple, dans les Yvelines, le siège de mes bureaux, est un bâtiment baptisé Natural Positive Building, parce qu'on est sur un bâtiment à énergie positive, et je pense qu'en 2010, ça a été un des premiers bâtiments à énergie positive. Et en plus de ça, j'avais fait en sorte que le bâtiment soit totalement biodégradable. Donc on s'était rapproché de la démarche Cradle to Cradle qui explique qu'un bâtiment, c'est la conception, c'est du berceau au berceau, et qu'on doit imaginer comment on va réutiliser ce bâtiment en fin de vie. Aujourd'hui, on a des outils de modélisation qui permettent de concevoir le bâtiment pour sa démolition. Donc c'est par exemple le Design for Manufacturing and Disassembly qui permet de concevoir le bâtiment pour le désassembler. Voilà, donc voilà, le bâtiment qui change de forme ou qui peut être réutilisé. Le 6e pattern, c'est la vibration et la résonance. Alors là, on parle de sujets qui me passionnent. C'est comment l'architecture peut être émetteur de champs vibratoires. On le sait que les civilisations anciennes, sans remonter jusqu'à l'Égypte, mais déjà les romans avaient un savoir qu'on a malheureusement perdu et qui faisait que par la forme, on donnait une vibration au bâtiment. Quand on rentre dans une église romane bien conçue et qu'on sent une émotion, on sent des frissons parce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est parce que dans la forme du bâtiment, ça a été pensé et conçu. C'est finalement l'esprit de la matière, le spiritus. Donc là, on a plein d'utilisations, à la fois avec plein de méthodes, comme les dimensions dorées, à la fois la coudée royale, le nombre d'or. Le grand architecte Le Corbusier avait défini le modulor qui est sur la base du nombre d'or et qui permet de définir les différentes pièces du bâtiment ou de la maison sur le nombre d'or. Il y a aussi la musique des sphères, différentes choses. Et en continuité, il est évident qu'il faut utiliser des matériaux qui ont une bonne résonance. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a différentes résonances. Entre le béton et le bois, c'est pas la même résonance. La pierre résonne totalement différemment du béton. Le béton de base est plutôt toxique et pompe notre énergie vitale et va pas vibrer. Donc aujourd'hui, on peut, le béton, par des adjuvants, le rendre biodynamique et lui permettre de vibrer haut et de changer la vibration de la maison. Donc la terre, la pierre sont des matériaux qui sont vraiment vibrants. Et on peut aussi, dans le bâtiment, rajouter des éléments vibratoires comme des fontaines, des fontaines vortex, des orgues d'eau, des résonateurs. Voilà, je pense aussi au bâtiment qu'il y a en Andalousie ou au Maroc, où il y a le riad avec la petite cascade au milieu. On entend l'eau qui résonne dans tout le bâtiment. Ben, rien que ça, c'est de la vibration qui permet d'apporter quelque chose de vraiment différent dans le bâtiment et de rejoindre ce pattern numéro 6. Le 7e, c'est l'interconnexion. Alors ça, c'est très important parce que
c'est évident pour moi, et on a l'exemple de la nature, que tout doit être conçu en interconnexion, les uns avec les autres. Donc on pense réseau, donc quand on construit quelque chose, ça a une incidence sur le lieu, sur l'impact, sur les habitants, tout est interconnecté. Donc la maison, le jardin, plus loin le quartier, la ville, tout est interconnecté et ça c'est super important d'y penser. Donc, et plus loin, de manière plus technique, on va penser à des réseaux intelligents de transport, de traitement des déchets, etc. Donc il y a des interconnexions complètes. Donc voilà, donc penser l'architecture connectée aux humains, aux vivants, à l'environnement autour. Donc quand on fait un bâtiment, on pense connecté au soleil, au vent, etc. Quand je travaille sur un site, je me connecte au lieu. J'essaie de connaître son histoire, j'essaie de voir qu'est-ce que je ressens, de regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des pare-vents parce qu'il y a beaucoup de vent? Est-ce qu'il y a des endroits où on se protège du soleil? Tout ça, c'est super important. La connexion au lieu et l'interconnexion avec tout ce qu'il y a autour. Le pattern numéro 8, c'est l'information et la mémoire. Le lieu garde en mémoire ce qui s'y passe. Donc là, on est plus dans des énergies subtiles, mais on sait très bien que d'un point de vue géobiologique et tellurique, il y a des choses dans la Terre qui font partie de la mémoire du lieu. Donc c'est important d'en tenir compte quand on va créer un bâtiment. On peut travailler aussi en géobiologie pour se rapprocher des réseaux de Hartmann, Curie, des vortex, des failles d'eau, éventuellement de réseaux sacrés qui passent sur le lieu. Ça, encore une fois, les anciens, notamment les bâtisseurs romans, connaissaient parfaitement cette approche-là et l'utilisaient sur tous leurs édifices. C'est pour ça qu'il y a cette sensation d'énergie dans les bâtiments romans. Plus vieux, il y a en Égypte les hiéroglyphes et toute l'écriture vibratoire travaillée sur le lieu. Donc on peut aujourd'hui, sur le lieu, s'intéresser déjà aux énergies en place et après compléter par de la vibration dans le bâtiment. Et ça créera une mémoire du lieu qui va perdurer sur les habitants, mais aussi sur les générations futures et parfois même rayonner autour du lieu. Le pattern numéro 9, c'est l'expansion et la contraction. Alors là, c'est comment on peut créer des scénarios dans un bâtiment qui permettent d'apporter une sensibilité, une sensation, une émotion. Donc comment on va alterner par exemple des espaces ouverts et des espaces fermés, comment on va positionner des ouvertures pour pouvoir avoir non pas une simple fenêtre, mais un cadrage. Une fenêtre dans une maison, c'est un tableau vers l'extérieur. Même si on est en ville, même si on est sur un site qui n'est pas forcément intéressant d'un point de vue paysage, on a toujours un joli arbre qui est là ou qui peut être planté et sur lequel on va se cadrer. On peut se cadrer sur la lumière du soleil qui va arriver. Donc on peut créer dans cette notion-là tout un cheminement et des espaces dans la maison qui créent de l'émotion et ces espaces de respiration. J'aime bien, par exemple, dans les bâtiments que je conçois, jouer, par exemple, sur les hauteurs sous plafond. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi, j'aime bien des grands plafonds. » Mais oui, mais des grands plafonds, pas partout. Par exemple, dans un couloir ou un hall d'entrée, on peut avoir un plafond assez bas volontairement avec un traitement lumineux intéressant et on chemine là-dedans et d'un coup, on arrive dans une pièce qui est très haute avec une coupole éventuellement en haut, avec des jeux de lumière qui font qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est un rythme de séquence dans un bâtiment. Et ça, c'est très important de ressentir ça. On est vivant, on est de l'énergie. Dans un bâtiment, on doit ressentir cette énergie. Le 10e et dernier pattern, c'est la conscience et l'auto-organisation. Alors ça pourrait être plus intellectuel, on va dire, c'est le mot qui me vient, mais c'est un lien important avec l'architecture. En conscience, il faut faire confiance aux dynamiques de vie et à l'intelligence des matériaux et à la co-construction qui permettent dans le dialogue de faire un bâtiment qui est vraiment dans son lieu. Moi ce que je pense souvent, c'est que un bâtiment est réussi si on a la sensation quand on arrive qu'il a toujours été là et que c'est une évidence et voilà, il a sa place là. Et je vous assure, aujourd'hui, vous le remarquez par vous-même, c'est de moins en moins le cas. À la fois les pauvres maisons de lotissement
qui sont posées là comme des boîtes à sardines ou des logements collectifs qui sont posés sans âme dans des quartiers totalement dénués d'énergie vitale, là il se passe rien. On se dit ben voilà, il y a zéro émotion. Donc vraiment créer l'émotion, c'est essentiel et c'est ce qui fait la poésie de l'architecture. Donc il y a besoin de faire les choses avec conscience. À la fois pour cette implantation et la gestion des formes, mais aussi sur le choix des matériaux, sur le choix des énergies. Les énergies, par exemple, on parle aujourd'hui, et quand on parle d'écologie, on parle de panneaux solaires, pompes à chaleur, etc. Moi, c'est un truc qui m'agace parce que la première des choses, c'est chercher déjà à ne pas consommer. C'est comment on peut concevoir un bâtiment qui, par sa conception, ne consomme pas d'énergie ou consomme le moins possible d'énergie. Et ça, aujourd'hui, c'est faisable. Donc on a cette possibilité de le faire. Et une fois qu'on a fait un bâtiment qui consomme le moins possible, on rajoute des énergies renouvelables. Mais on ne fait pas l'inverse. On ne fait pas un bâtiment idiot avec plein d'énergies renouvelables et on se dit bah, super, je suis écolo parce que je fais un bâtiment avec plein d'énergies renouvelables. Le bâtiment, par exemple, que je vous citais tout à l'heure, le Natural Positive Building, qui est pour moi un vrai bâtiment énergie positive, c'est un bâtiment qui a été conçu de manière bioclimatique, c'est-à-dire que les énergies naturelles le chauffent naturellement et il est rafraîchi aussi naturellement par des systèmes de ventilation intelligents. Et on a un petit peu d'énergie renouvelable, donc il y a du photovoltaïque et une petite éolienne qui compense les énergies, mais on n'a pas fait un champ de photovoltaïque ou une toiture immense pour compenser ces énergies. Donc là, c'est concevoir avec conscience, avec les énergies du lieu, etc. Voilà ce que je pouvais dire sur ces patterns qui sont pour moi une évidence dans tous les domaines de la vie. J'espère que j'ai pu éclairer ou nourrir votre réflexion. Au plaisir d'en parler à l'occasion.